Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours dans le module Fondation des médias numériques. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cours? On va continuer ce qu'on a déjà commencé le dernier cours. Dans le dernier cours, on a compris les différentes phases du web, le web 1.0 et le web 2.0, le web social. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin en expliquant en détail les caractéristiques du web social pour bien comprendre une nouvelle phase de l'évolution du web, le web 3.0 ou le web sémantique. Dans le dernier cours, on a compris que l'idée de confier à une machine le soin de nous faire naviguer dans de vastes ensembles de connaissances a nourri de très nombreux projets tout au long du 19e siècle. On a su comment l'ingénieur américain Vannevar Bush a imaginé un appareil électronique, le MEMEX, connecté à une bibliothèque qui permet de créer des références entre texte et images. On a aussi compris en détail la signification du lien hypertexte inventé par Tim Berners-Lee. On a aussi compris les technologies qui fondent les bases du web, le HTML, le langage de mise en forme, qui représente le contenu d'une page web et sa structure, et aussi le HTTP, Hypertext Transfer Protocol, et c'est le protocole de communication client-serveur. Aussi, on a fait la distinction entre le site web, l'élément web et la page web et la sphère web. Le site web qui correspond à un nombre de pages web qui forment un tout cohérent. L'élément web qui est la plus petite unité analytique possible et qui peut comprendre une image ou un mot sur une page web. Et la page web, tout ce qui est visible dans une fenêtre de navigation. Et aussi la sphère web qui correspond à des éléments, pages et sites que le chercheur et spécialiste du web relie à certains types d'événements ou thèmes, comme par exemple des événements ou éléments d'actualité, comme par exemple une élection ou tout autre événement du genre. On a compris aussi le web 1.0, ça veut dire le web qui est, qui est en fait la première phase de l'évolution du monde numérique concernant le web. Et aussi, on a compris les caractéristiques du ce web. Il y en a des pages statiques, c'est un web passif. Aucune interactivité est possible et il est plutôt un réseau de diffusion de contenu. Le contenu du web 1.0 est distribué grâce à un système de fichiers et il est consultable en mode lecture. Et les utilisateurs du web 1.0 sont en fait des consommateurs de contenu. Donc, encore une fois, dans ce web
aucune interaction n'était possible entre les internautes. Et le Web 2, qu'on va expliquer en détail aujourd'hui aussi, et le Web qu'on considère en fait comme plateforme et aussi qu'on a dans ce Web, il y a la puissance qui est dans les données. Et on a dans le dernier cours compris en fait en détail les grands principes du Web 2.0. Le plan de ce cours, du Web social au Web sémantique, on va expliquer le Web 2.0 pour une compréhension plus approfondie de la vision utilisateur et on va explorer les caractéristiques du Web 3.0, le Web appelé Web sémantique. On revient sur la notion du Web 1.0. Selon Bruno Bachimante, le Web 1.0 est le Web dit documentaire. Ça veut dire les ressources sont publiées sans autre traitement que leur mise en forme et sans autre interactivité que l'activation des liens hypertextuels. Le web, appelé web documentaire. Pourquoi? Parce que les ressources sont publiées sans autre traitement que leur mise en forme et sans autre interactivité que l'activation des liens hypertextuels. Bachimante nous montre que dans cette génération du web, la première phase donc, il n'existe pas de traitement informatique prenant pour objet le document en s'inspirant d'informations particulières, précisant son type, sa structure, ses termes ou concepts. Si l'on veut appliquer un processus automatique dans cette phase du web, les seules données dont on dispose sont le contenu lui-même et des spécifications de format de publication. Donc, le Web 1.0 et le Web dit documentaire, les ressources sont publiées sans autre traitement que leur mise en forme. Il n'y a pas d'interactivité que l'activation des liens hypertextuels et il n'existe pas de traitement informatique prenant pour objet le document en s'inspirant d'informations particulières, précisant son type, sa structure, ses termes ou concepts. Et si l'on veut appliquer un processus automatique, les seules données dont on dispose sont le contenu lui-même et des spécifications de format de publication. Donc, les seules données dont on dispose sont le contenu lui-même et des spécifications de format de publication. Bruno Bachimante nous explique que la principale limite rencontrée par cette approche est que les traitements effectués
ne peuvent s'appuyer sur ce que l'on sait par ailleurs du contenu. Le fait qu'il s'agisse d'un rapport et non d'une carte de visite, qu'il mentionne des concepts particuliers, qu'il suit des standards de mise en forme. Autrement dit, cette phase du web, le web 1.0, fait ses traitements à l'aveugle. Le web 1.0 fait ses traitements à l'aveugle dans cette phase, en ne prenant en compte que le format de codage des contenus, mais non la sémantique de ces derniers. Donc, en ne prenant en compte que le format de codage des contenus, mais non les différents sens de ces derniers. L'idée est alors venue de pouvoir enrichir ces traitements d'une connaissance supplémentaire provenant du sens de ces contenus, afin de leur permettre d'être plus précis et performants. La question est alors de savoir comment apporter la connaissance et en imprégner les processus. Donc, la principale limite rencontrée par cette approche dans cette phase du web, le web 1.0, est que les traitements effectués ne peuvent s'appuyer sur ce que l'on sait par ailleurs du contenu. Le web 1.0 fait ces traitements à l'aveugle, en ne prenant en compte que le format de codage des contenus et ainsi l'idée est alors venue de pouvoir enrichir ces traitements d'une connaissance supplémentaire provenant du sens de ces contenus. Selon Bashimont, deux approches complémentaires apparaissent. On considère que les utilisateurs font partie du processus documentaire et qu'on peut s'appuyer sur leurs connaissances et compétences. L'enjeu est alors de leur permettre d'ajouter des connaissances au contenu grâce à leur compréhension et interprétation. Et ce sera l'objectif du Web 2.0, qu'on appelle également Web contributif. Ainsi, un site de photos comme Flickr repose sur l'annotation rédigée par les internautes. Donc, il y a une existence maintenant, existence des internautes. On considère que les utilisateurs font partie du processus documentaire sur le web et qu'on peut s'appuyer sur leurs connaissances et compétences. L'enjeu est alors de leur permettre d'ajouter des connaissances au contenu grâce à leur compréhension et interprétation. Et ce sera l'objectif du Web 2.0 qu'on appelle le Web contributif. Ainsi, un site de photos comme Flickr repose sur l'annotation rédigée par les internautes. Donc, le Web 2.0, non seulement lire, mais participer. Et plutôt que de mobiliser l'internaute, on équipe la machine. C'est la deuxième approche. Plutôt que de se reposer sur l'interprétation humaine, on représente et explicite de telle manière que les outils puissent s'en servir.
dans les connaissances pertinentes dont on dispose que l'interprétation attendue des contenus. Et ce sera l'objectif du Web 3.0, le Web sémantique. L'objectif de ce Web que de réussir cette double tâche, à la fois représenter ses connaissances et interprétations et concevoir les outils pouvant les exploiter. Donc, plutôt que de mobiliser l'Internet, on équipe la machine. Plutôt que de se reposer sur l'interprétation humaine, on représente et explicite de telle manière que les outils puissent s'en servir, tant les connaissances pertinentes dont on dispose que l'interprétation attendue des contenus. Et ce sera l'objectif du Web 3.0 que de réussir cette double tâche, à la fois représenter ses connaissances et interprétations et concevoir les outils pouvant les exploiter. Marc Augier, dans son ouvrage La culture numérique, a bien décrit le Web 2.0, le Web social, ce Web des réseaux sociaux. L'évolution des technologies liées au système d'information dans cette phase, dans le Web 2.0, dans le Web participatif, a ainsi amené des changements profonds dans la façon de mémoriser, dans la façon de traiter, dans la façon d'émettre et de recevoir les informations. Donc, il y a une évolution, il y a des changements profonds dans les façons traditionnelles de mémoriser et traiter et émettre et recevoir les informations. Dans ce Web 2.0, et une des facettes nouvelles aussi dans cette phase du Web tient à l'organisation communautaire des partages et des échanges d'informations. Donc, une des facettes nouvelles dans ce Web participatif, dans ce Web social, tient à l'organisation communautaire des données et des documents. Il y a une organisation communautaire des partages et des échanges. Marc Augier offre un panorama sur les travaux pour lesquels un éclairage éventuel dans les domaines de l'ergonomie ou de la sociologie pourra être apporté en ce qui concerne le Web 2.0. Ces travaux s'appuieront notamment sur l'analyse des données, l'analyse des traces, l'analyse de contenu, géolocalisation, et seront focalisés sur les domaines d'application du Web 2.0. Quelles sont les applications du Web 2.0? Les blogs, les microblogs comme Twitter, l'encyclopédie communautaire comme Wikipédia, les plateformes d'équitage social comme Flickr, les plateformes de réseaux sociaux comme Facebook et LinkedIn, les développements collaboratifs comme SourceForge. Augier indique dans son ouvrage aussi
qu'il est important de considérer les liens entre réseaux sociaux et individus. Il est important de considérer les liens entre données et collection de documents, notamment afin de modéliser et extraire l'identité numérique, de caractériser les communautés d'intérêt, de pratique, d'apprentissage, de mesurer la réputation et la qualité, par exemple la détection des opinions, d'exploiter la dimension temporelle, par exemple l'identification des tendances. Donc, Marc Auger indique qu'il est important de considérer les liens entre réseaux sociaux et individus, entre données et collections de documents, notamment afin de modéliser et extraire l'identité numérique, de caractériser les communautés d'intérêt, de pratique et d'apprentissage, de mesurer la réputation et la qualité, comme par exemple la détection des opinions, et d'exploiter la dimension temporelle. La dimension temporelle, par exemple l'identification des tendances. Franck Rubillard, de son côté, nous explique l'idéologie du Web 2.0, le Web participatif, le Web social. La composante idéologique du Web 2.0 place en son centre la notion de participation. Donc, la participation est une notion clé dans ce Web 2.0. Cette participation comprend à la fois l'idée d'une contribution renforcée des utilisateurs et l'idée de partage. Donc, il y a une contribution et il y a l'idée de partage par la multiplication des échanges entre internautes. Donc, la composante idéologique du Web 2.0 place en son centre la notion de participation. La participation comprend à la fois l'idée d'une contribution renforcée des utilisateurs et l'idée de partage par la multiplication des échanges entre internautes. Au milieu des années 2000, les plateformes de réseaux sociaux numériques comme MySpace, LinkedIn ou Facebook, ces réseaux sociaux numériques, ont baigné dans un véritable bouillonnement discursif et idéologique. Donc, on assiste dans un web participatif. Un tel idéal de participation a pu constituer un moteur puissant, entre autres facteurs, pour drainer des millions d'internautes vers ces plateformes. Donc, au milieu des années 2000, les plateformes de réseaux sociaux numériques comme Facebook ont baigné dans un véritable bouillonnement discursif et idéologique. Donc, ce Web 2.0 est un web participatif. Catherine Bellino nous explique un terme lié à ce monde numérique, à l'évolution du web, le terme expérience utilisateur. Le terme expérience utilisateur est une expression aujourd'hui très répandue selon elle, en particulier dans le champ de l'interaction humain-machine. La notion d'expérience utilisateur renvoie à deux aspects complémentaires. Il s'agit d'une part d'un ensemble d'attributs qui qualifient la relation entre une personne et un système, et d'autre part de techniques
permettant de concevoir des produits ou services centrés sur les utilisateurs. Donc, le terme expérience utilisateur, selon Catherine Bellino, renvoie à deux aspects complémentaires. Il s'agit d'une part d'un ensemble d'attributs qui qualifient la relation entre une personne et un système, et d'autre part de techniques permettant de concevoir des produits ou services centrés sur les utilisateurs. Et ce terme expérience utilisateur, selon Catherine Bellino, est une expression aujourd'hui très répandue, et quelques travaux et définitions permettent d'en mesurer l'intérêt et de la mettre à l'épreuve pour l'étude de l'appropriation des médias sociaux. Quels sont les aspects liés à ce terme, donc l'évolution de l'expérience utilisateur dans les différentes phases du web? Un, de la navigation à la contribution, avec les premières générations de sites Internet, celles du web 1.0, l'interactivité se réduit essentiellement à l'hypertextualité qui permet à l'utilisateur de naviguer d'un lien à l'autre. Donc, avec les premières générations de sites Internet, celles du web 1.0, l'interactivité se réduit essentiellement à l'hypertextualité qui permet à l'utilisateur de naviguer d'un lien à l'autre. Dans cette phase, la distinction entre producteur et consommateur est assez nette. Les internautes s'attendent à trouver sur les sites des contenus adaptés à leurs besoins, compréhensibles et utiles, ainsi qu'une interaction efficace et agréable. Ils peuvent facilement quitter un site s'ils ne sont pas satisfaits. Donc, dans cette phase, la distinction entre producteur et consommateur est assez nette. Parmi les aspects de l'évolution de l'expérience utilisateur selon Catherine Bellino, de la nécessité de l'engagement. La réussite d'une présence sur Internet, surtout dans les médias sociaux, dépend de l'engagement actif des utilisateurs. Dans la phase web 1.0, phase du web documentaire, l'engagement envers un site se mesure dans les statistiques d'utilisation en nombre de pages vues, en durée de visite, ainsi de suite, des données accessibles aux gestionnaires des sites et rarement partagées publiquement. Donc, la réussite d'une présence sur Internet, surtout dans les médias sociaux, dépend de l'engagement actif des utilisateurs. Parce que, en fait, dans la phase web 1.0, l'engagement envers un site se mesure seulement dans les statistiques d'utilisation en nombre de pages vues, en durée de visite et des données accessibles aux gestionnaires des sites et rarement partagées publiquement. Mais dans la phase web 2.0, web social, web participatif, non seulement la quantité et la qualité des contributions explicites des internautes conditionnent l'existence même des médias sociaux, mais cette information est en outre par définition accessible à tout le monde, ce qui enclenche une boucle de rétroaction. Donc, il y a un changement ici dans la phase web 2.0 par rapport au web 1.0. Le web 2.0, web social, non seulement la quantité et la qualité des contributions explicites des internautes conditionnent l'existence même des médias sociaux, mais cette information est en outre, par définition, accessible à tout le monde, ce qui enclenche une boucle de rétroaction. Toujours en expliquant les aspects de l'évolution de l'expérience utilisateur dans la phase du web 2.0, web social, selon Catherine Bellino, concernant les critères de l'ergonomie, ça veut dire l'étude scientifique de la relation entre l'humain et ses moyens, méthodes et milieux de travail, et pour le monde numérique, l'ergonomie d'un produit web représente l'ensemble des aspects de l'interface
en question, permettant une utilisation facile et efficace, et son objectif est de faciliter l'interaction entre le site web et les internautes. Donc, concernant ces critères, il ne s'agit plus simplement de concevoir des interfaces permettant de réaliser des tâches, par exemple la recherche d'informations avec efficacité et satisfaction, mais il faut également susciter de façon durable l'engagement de l'internaute. Donc, l'engagement de l'internaute est très important dans cette phase. Donc, concernant les critères de l'ergonomie dans le monde numérique, ce terme signifie l'ergonomie d'un produit dans le monde numérique, d'un produit web, signifie qu'il représente l'ensemble des aspects de l'interface en question, permettant une utilisation facile et efficace, et son objectif est de faciliter l'interaction entre le site web et les internautes. Donc, il ne s'agit plus simplement de concevoir des interfaces permettant de réaliser des tâches, par exemple la recherche d'informations avec efficacité et satisfaction, mais il faut également susciter de façon durable l'engagement de l'internaute. L'information est omniprésente dans ce nouveau monde numérique concernant la phase 2.0 du web, le web social, selon Catherine Bellinon, qui nous explique toujours les aspects de l'évolution de l'expérience utilisateur. L'information est de moins en moins associée à un seul contexte de publication. La séparation du fond, ça veut dire du contenu, et de la forme, ça veut dire sa présentation et son support, que favorise notamment le langage XML. Et l'objectif initial de XML est de faciliter l'échange automatisé de contenus complexes entre systèmes d'information hétérogènes, trouve des débouchés considérables avec les médias sociaux. Ça veut dire quoi ça? Une même information peut ainsi circuler de façon très fluide d'un site à l'autre, d'une application mobile vers un site Internet, d'un flux Twitter à une page Facebook, etc. Cette information devient ainsi mobile, omniprésente, embarquée et multicanale. Ainsi, l'interaction humain-information se substitue de plus en plus à l'interaction humain-machine. Donc, l'interaction humain-information se substitue de plus en plus à l'interaction humain-machine. Donc ici, l'information est de moins en moins associée à un seul contexte de publication. La séparation du fond, ça veut dire du contenu, de la forme, ça veut dire sa présentation de son support, et son support que favorise notamment le XML, trouve des débouchés considérables avec les médias sociaux. Une même information peut ainsi circuler de façon très fluide d'un site à l'autre, d'une application mobile vers un site Internet, d'un flux Twitter à une page Facebook. Cette information devient ainsi mobile, omniprésente, embarquée et multicanale. Catherine Bellinon aussi nous explique la relation individu-information. Parmi les aspects de l'évolution de l'expérience utilisateur, donc l'évolution de l'expérience utilisateur selon Catherine Bellinon, il y a la relation individu-information. Les contenus, selon Bellinon, qui transitent par les médias sociaux sont essentiellement conçus autour des individus. Qu'il s'agisse de partager des actualités, qu'il s'agisse de partager des photos, qu'il s'agisse de partager des vidéos, de trouver et d'entretenir des contacts, d'échanger des avis sur des produits, d'échanger des avis sur des services, c'est toujours, selon les mots de Bellinon, l'individu qui constitue l'unité de base.
Ces individus qui intéressent les entreprises et les marques en tant qu'information. Leur comportement, leur habitude, leurs préférences. Donc, ces individus qui intéressent les entreprises et les marques en tant qu'information. Leur comportement, leurs habitudes et leurs préférences. La démarche d'analyse de l'expérience utilisateur doit prendre en compte donc cette évolution du document vers l'individu. Donc, on assiste à une évolution du document vers l'individu. On assiste à une évolution du document vers l'individu. Donc, les contenus qui transitent par les médias sociaux sont essentiellement conçus autour des individus, qu'il s'agisse de partager n'importe quoi, des actualités, de photos, d'échanger des avis. Et ce sont les individus, c'est toujours cet individu qui constitue l'unité de base. Un autre aspect de l'évolution de l'expérience utilisateur, expliqué par Catherine Bellino, les contextes spatiaux temporels diversifiés. La diversification des contextes de réception est un autre aspect déterminant de la reconfiguration de l'expérience utilisateur. La diversification des contextes de réception. Elle est possible dans dans le monde de Web 2.0 d'interagir avec les médias sociaux selon différentes combinaisons spatio-temporelles. On peut aussi alterner, voire combiner des situations de sédentarité, ça veut dire l'interaction depuis son domicile ou son lieu de travail, et de mobilité, ça veut dire l'interaction lors de déplacements, des interactions en temps réel. Ça veut dire discussion instantanée, par exemple. Et en temps différé, ça veut dire tout ça en combinant audio, vidéo et texte. Donc, on peut aussi alterner, voire combiner des situations de sédentarité, ça veut dire l'interaction depuis son domicile ou son lieu de travail, des mobilités, l'interaction lors de déplacements, et des interactions en temps réel comme la discussion instantanée. Le tout en combinant audio, vidéo et texte. L'accès devient possible à partir d'une multitude de périphériques et d'objets, de plus en plus portables, voire invisibles, au plus proche de notre quotidien et de notre corps. Il faut noter que les médias sociaux s'intègrent de plus en plus dans des dispositifs de diffusion multicanaux, voire transmédia. Toujours parmi les aspects de l'évolution de l'expérience utilisateur expliquée par Catherine Bellino, il y a l'hybridation des sphères privées et professionnelles. Comme elle constate, après avoir d'abord pénétré la sphère professionnelle avec les sites web, extranet et comme l'utilisation du réseau Internet dans lequel une organisation structure ce réseau pour s'interconnecter avec ses partenaires commerciaux, et l'intranet comme un réseau informatique privé utilisé par les employés d'une entreprise ou de toute autre entité organisationnelle et qui utilise les mêmes protocoles qu'Internet. Après avoir d'abord pénétré la sphère professionnelle avec les sites web, et les dispositifs de communication associés tels que la messagerie électronique, les technologies de l'Internet se sont ensuite massivement
répandus dans la sphère privée. Aujourd'hui, les usages privés tendent à devancer les usages professionnels d'Internet, voire à s'hybrider avec eux. Selon Bellino, il y a seulement quelques années, les PC, les ordinateurs personnels, et l'accès à Internet étant moins répandu dans les foyers, c'était souvent au bureau que l'on apprenait à s'en servir. Et l'on va ainsi du développement des médias sociaux, qui se sont d'abord installés dans la sphère privée. Les médias sociaux se sont d'abord installés dans la sphère privée, souvent parmi les plus jeunes, pour ensuite s'introduire dans la sphère professionnelle par l'utilisation des médias sociaux. On voit maintenant beaucoup des sites des médias, donc les médias numériques, utilisent les médias sociaux existants. Et l'on va ainsi donc du développement des médias sociaux qui se sont d'abord installés dans la sphère privée, souvent parmi les plus jeunes, pour ensuite s'introduire dans la sphère professionnelle par l'utilisation de médias sociaux existants et le développement de réseaux sociaux d'entreprises dédiées. Donc, on peut dire, avec Catherine Bellino, que la frontière entre sphère publique et professionnelle est devenue ouverte dans cette phase du Web 2.0, du web social. Parmi les aspects de l'évolution de l'expérience utilisateur, il y a une reconfiguration de l'expérience utilisateur avec cette phase. Le Web 2.0, selon Bellino, l'expérience utilisateur se définit et se reconfigure à la fois de façon singulière, du point de vue d'un utilisateur, d'un but et d'un contexte défini, et de façon globale, du point de vue de l'ensemble des expériences qu'un utilisateur peut vivre avec une entité ou une marque dans des contextes de réception multiples. Les médias sociaux sont donc des vecteurs parmi d'autres par lesquels cet utilisateur singulier participe à des pratiques sociales et reconstitue une image mentale à partir de multiples fragments recueillis au moyen de ses objets connectés et de ses propres sens. Donc les médias avec cette phase, le web 2.0, le web social, le web participatif, le web contributif, les médias sociaux sont des vecteurs, parmi d'autres, par lesquels l'utilisateur, l'internaute singulier, participe à des pratiques sociales et reconstitue une image mentale à partir de multiples fragments recueillis au moyen de ses objets connectés et de ses propres sens. Un autre chercheur universitaire, Luc Koniam, nous explique l'expression Web 2.0. Il nous dit cette expression se réfère à une nouvelle génération de développement sur le web, ainsi qu'aux nouveaux usages sur la toile, mis en place par les utilisateurs finaux. Ces nouveaux usages induisent de nouveaux comportements au niveau individuel, mais surtout collectif. Le Web 2.0, qualifié aussi du web contributif, exprime le passage d'une communication verticale propre aux médias traditionnels à une communication horizontale. Donc l'expression Web 2.0 se réfère à une nouvelle génération de développement sur le web ainsi qu'aux nouveaux usages sur la toile mis en place par les utilisateurs finaux,
Ces nouveaux usages induisent de nouveaux comportements au niveau individuel, mais surtout collectif. Le Web 2.0, qualifié aussi du web contributif, exprime le passage d'une communication verticale, propre aux médias historiques, aux médias traditionnels, à la presse écrite, à la radio, à une communication horizontale. Luc Konya continue à expliquer l'expression du Web 2.0. Le Web 2.0 participe de l'avènement d'un paradigme communicationnel caractérisé par une diminution des interactions hiérarchiques dans l'expression, le caractère sémantique de l'information et le développement de réseaux sociaux. Donc, il témoigne et participe de l'avènement d'un paradigme communicationnel, d'un nouveau paradigme communicationnel. Il s'accompagne alors de nouveaux usages, tels que jouer avec ses contours identitaires pour devenir virtuellement en ligne. Donc, il y a une présence sur le web, il y a une existence sur le web. Cette présence sur le web va profondément induire de nouvelles pratiques professionnelles qui ne resteront pas sans incidence sur la vie économique. Luc Konyam nous explique que le Web 2.0 favorise l'apparition d'un contenu d'information élaboré par les utilisateurs finaux plutôt que par des producteurs finaux. Aussi, les pratiques des professionnels de l'information, comme les journalistes par exemple, se retrouvent bousculés dans leurs fondements. Parce que nos rapports à l'information formelle validée se trouvent remis en cause par cette énorme vague d'informations plus informelle et immédiatiste. Donc, le Web 2.0 favorise l'apparition d'un contenu d'information élaboré par les utilisateurs finaux et les pratiques des professionnels de l'information se retrouvent bousculés dans leurs fondements parce que nos rapports à l'information formelle et validée se trouvent remis en cause par cette énorme vague d'informations plus informelles et immédiatistes. Nous pouvons donc conclure avec le chercheur Milan Stankovic. L'exploration historique des caractéristiques du Web 2.0 qui vont conduire l'émergence d'une nouvelle phase concernant les fondations des médias numériques en affirmant ce constat. C'est avec l'émergence des blogs, wikis, forums et d'autres sites destinés à la collaboration que le web a commencé à prendre la forme d'un outil d'intégration dans l'aspect social du web. Donc, c'est avec l'émergence des blogs, wikis, forums et d'autres sites destinés à la collaboration que le web a commencé à prendre la forme d'un outil d'intégration dans l'aspect social du web. Selon Milan Stankovic, il y a deux éléments clés qui ont permis au web de devenir plus interactif et plus participatif. Un, la facilité de création du contenu et deux, le rechargement des pages en temps réel. Concernant la facilité de création du contenu, de nombreux sites ont proposé des pages web qui permettaient à l'utilisateur de fournir ses propres textes, documents, images, vidéos, de les incorporer au web très facilement, mais sans devoir rédiger de code HTML. C'est une grande évolution. Ce sont des composants
de ces nouveaux sites appelés applications web, qui se chargent de transformer les données de l'utilisateur au format du web. Le contenu généré par les utilisateurs était à l'origine d'une nouvelle excroissance du web. Parmi les nombreux types de sites sociaux, Stankovic distingue notamment les forums, sites qui facilitent la discussion au sein des communautés en ligne, réseaux sociaux, sites destinés à la socialisation et la mise en relation des individus permettant les échanges de différents éléments comme les messages, les photos, les liens, les commentaires. Sites de partage de photos et de vidéos comme Flickr, YouTube permettent aux utilisateurs d'afficher leurs collections photographiques et leurs vidéos et de les exposer aux commentaires de la communauté en ligne. Les blogs, sites qui permettent à chacun d'avoir son propre journal. Sur le web, très populaire à l'époque de la naissance du web social, cette pratique évolue de plus en plus vers la publication de billets très courts, reconnus sous le nom microblogging. Nous appelons ces billets courts d'une taille souvent limitée à 140 caractères, les tweets, ou parfois billets du microblog. Les wikis, ce sont les sites rendant possible la rédaction collaborative de documents. Un site de type wiki est à l'origine de Wikipédia. Donc les forums, les réseaux sociaux, les sites de partage de photos et de vidéos, les blogs et les wikis. En ce qui concerne le rechargement des pages en temps réel, Stankovic nous a dit que les techniques pour l'affichage partiel des parties de pages web, telles que Kajax, ont commencé à émerger vers 2005. Ces techniques permettent de mettre à jour certains éléments de pages web sans même l'intervention de l'utilisateur, créant ainsi un effet de dynamique et de continuité. Un bon exemple de sa pratique est le site Twitter, qui l'utilise pour donner l'impression d'un flux de messages qui passe en temps réel devant les yeux de l'utilisateur. Donc, concernant le rechargement des pages en temps réel, les techniques pour l'affichage partiel des parties de pages web, telles qu'Ajax, ont commencé à émerger vers 2005. Et ces techniques permettent de mettre à jour certains éléments de page web sans même l'intervention de l'utilisateur. Milan Stankovic a constaté ainsi que cette nouvelle facilité d'interaction avec le web a rendu plus fréquents les échanges entre les utilisateurs. Et elle a également fait émerger un nouveau phénomène, la socialisation centrée sur l'objet. En interagissant avec des objets web, les utilisateurs laissent des traces, par exemple sous forme de commentaires visibles par d'autres utilisateurs interagissant avec le même objet. Cette pratique peut conduire à des conversations et à l'établissement de nouveaux contacts. La socialisation autour du contenu web est donc à la fois la cause et la conséquence de la création de contenu par des utilisateurs. Donc, ce phénomène appelé la socialisation centrée sur le web. Milan Stankovic a bien expliqué dans sa thèse comment l'idée de web sémantique a été évoluée en expliquant deux tendances sur le web social et qui transforment de manière significative la nature des éléments du web en général. Donc, maintenant, on assiste dans une nouvelle phase
le web sémantique. La publication des éléments web de petite taille, appelés microposts, les sites web proposent de plus en plus des interactions nécessitant peu d'efforts de la part de l'utilisateur. Par exemple, sur le réseau social Facebook, l'utilisateur peut apprécier un objet web en cliquant sur un bouton j'aime qui est associé. Ces actions résultent de la création de nombreux micro-objets et intensifient l'interaction entre le web et l'utilisateur. Un autre réseau social, Foursquare, permet aux utilisateurs de se déclarer présents dans un lieu localisé par GPS. En effectuant un check-in qui sert à signaler leur présence dans ce lieu en temps réel à leurs contacts. L'émergence des tweets courts, faciles à créer, publier et republier fait également preuve de la réalité de cette tendance, la réalité de la publication des éléments web de petite taille. Donc, la publication des éléments web de petite taille, appelés microposts. Et aussi l'émergence du contenu en tant que conséquence indirecte d'une action de l'utilisateur. Certaines applications, comme nous montre Milan Stankovic, certaines applications web identifient les activités de l'utilisateur et génèrent du contenu web sans l'intervention de l'utilisateur. C'est le cas par exemple de Spotify, le service de streaming musical qui publie sur Facebook de manière automatique l'information sur chaque chanson que l'utilisateur écoute. Cette esquisse de ce qu'est le Web 2.0 qu'on a déjà expliqué tout au long de ce cours et le dernier cours n'est pas, comme le mentionne Luc Coniam, un point final d'un processus évolutif, mais il marque une dynamique. Ce n'est pas un point final d'un processus évolutif, mais il marque une dynamique en plein mouvement. Et cela nous fait passer à une autre phase très importante dans la fondation des médias numériques, le Web 3.0, ou le Web sémantique qui a déjà commencé. Le Web 3.0, le Web sémantique, cette nouvelle phase, selon Milan Stankovic, est une extension du Web actuel dans laquelle l'information est enrichie de sens bien définis, permettant aux humains et aux ordinateurs de mieux travailler ensemble. Tim Berners-Lee, Jim Handler et Ora Lazila ont décrit le web sémantique dans leur article publié en 2001 dans le journal Scientific American. Cet article présente une vision d'un web techniquement plus sophistiqué que le web initial qui pourrait conduire à la réalisation de certains rêves qui ont obsédé les spécialistes du web pendant des années. Les agents intelligents envisagés dans les travaux liés à l'intelligence artificielle. Les agents intelligents qui pourront, à l'aide de l'information structurée sur le web sémantique, automatiser certains processus qui exigeaient auparavant une intervention humaine, tels que le raisonnement, l'intégration d'informations de plusieurs sources hétérogènes. Comme exemple, selon Stankovic, un tel agent pourrait, par exemple, consulter la liste d'achat d'un utilisateur qui contient gâteau d'anniversaire et faire sonner son téléphone portable pour lui indiquer un achat possible lorsqu'il passe devant un supermarché, tout en déduisant que ce supermarché particulier héberge une pâtisserie qui pourrait bien vendre des gâteaux d'anniversaire. Il pourrait également
tenir compte des avis des consommateurs sur la qualité du pain de cette boulangerie et en avertir l'utilisateur. Pour se rapprocher de la réalisation de cette vision des choses, il fallait, selon Stankovic, faire un progrès technique important par rapport à l'état du web, qui à l'époque en était à peine au stade du web social. Inspiré par certains travaux existants dans le domaine de la logique informatique et de la représentation des connaissances, les auteurs de cette conception ont indiqué comme particulièrement important le fait d'améliorer la capacité de capter le sens du contenu web et le partager entre différentes applications. Le web sémantique, selon deux autres chercheurs, Pierre-Jean Bengozi et Michel Bargada, est devenu un enjeu prioritaire dans la recherche et le développement de l'Internet. Il ne s'agit plus seulement, en effet, d'intégrer des données disséminées sur la toile, mais aussi de leur donner du sens. Il ne s'agit plus seulement, en effet, d'intégrer des données disséminées sur la toile, mais aussi de leur donner du sens. Cela suppose dès lors de comprendre les requêtes des utilisateurs, de relier les informations entre elles et de proposer pour chaque lecteur un résultat de recherche identifiant des sites pertinents par rapport à une requête, apportant des réponses intelligentes. Bengozi et Bergada nous montrent que la progression impressionnante de la qualité des moteurs de recherche rend paradoxalement les internautes plus exigeants lorsqu'ils effectuent une recherche sur le web. Ils ont de la peine à admettre que les résultats ne correspondent pas pleinement à leurs attentes. Il est vrai que les informations et les contenus, selon les mots de ces deux chercheurs, de tout type pullulent anarchiquement sur la toile et que la recherche par mots-clés des moteurs actuels devient imprécise. Donc, le web sémantique apporte une réponse à cet engorgement de données éparses en permettant à toute recherche de devenir plus intelligente, plus intelligente donc, et en se basant sur le sens de cette recherche euh, faite par l'internaute. Donc, selon les mots de Bengozi et Bergada, le web sémantique est un web qui nous comprend. Il fait partie intégrante du développement de l'Internet. Cette évolution logique a pris forme au moment où l'on est passé du web statique, ça veut dire le web 1.0, au web participatif, ça veut dire web 2.0, le web social. Cette nouvelle ère que certains nomment déjà le web 3.0 ou le web sémantique est marquée par la prise en compte de la recherche en langage naturel. Le web sémantique crée, selon Bengozi et Bergada, un nouvel univers de relations entre mots-clés, un univers de sens, un nouvel univers de termes de référence, phrases complètes, afin que chaque recherche aboutisse à une réponse satisfaisante, même lorsque la requête soulève quelques ambiguïtés. Dans la phase 3.0, ce web sémantique, les principales investigations se focalisent sur l'analyse lexicale et ontologique, c'est-à-dire le regroupement de métadonnées par domaine.
ainsi que sur l'analyse statistique et contextuelle. Le fonctionnement des moteurs dépend bien sûr de l'algorithme utilisé, mais l'objectif est toujours le même: analyser une requête qui prend non seulement en compte l'utilisateur, mais aussi la signification des mots. Donc, le web sémantique est un web qui nous comprend. Cette évolution logique qui a créé un nouvel univers de relations entre mots-clés, un nouvel univers de sens, un nouvel univers de termes de référence, phrases complètes. Pourquoi faire? Pour que chaque recherche aboutisse à une réponse satisfaisante, même lorsque la requête soulève quelques ambiguïtés. Le web sémantique apporte ainsi des solutions qui permettent à un ordinateur de traiter, non seulement de traiter, mais de transformer, non seulement de transformer, mais de rassembler et modifier des données selon les besoins des utilisateurs. Donc, le web sémantique apporte des solutions qui permettent à un ordinateur de traiter, transformer, rassembler et modifier des données selon les besoins des utilisateurs. Grâce à ces nouveaux standards de traitement de l'information, les données brutes sont reliées de manière efficace et autorisent l'automatisation, l'intégration et la réutilisation par de nombreuses applications des documents indexés. Le web sémantique, selon Bingosi et Begada, permet de réunir l'information qui fait sens, au sens de fournir une signification et une direction, grâce à la combinaison d'une coopération homme-machine. Les informations doivent avoir ce sens initial afin que les machines et les programmes puissent les comprendre et les gérer, en les adaptant aux désirs des internautes, aux besoins des internautes. Finalement, selon Bengozi et Bergada, le web sémantique semble sans doute d'intérêt encore limité pour les petites organisations qui ne manipulent qu'une quantité très limitée de données. Mais pour les grandes structures, pour celles qui souhaitent partager leur savoir, ou encore pour les moteurs de recherche grand public, le web sémantique représente à coup sûr un enjeu stratégique majeur, celui de pouvoir lier les données les unes aux autres et de créer ainsi information, une nouvelle information pertinente. Donc, selon ces deux auteurs, le web sémantique apporte des solutions qui permettent à un ordinateur de traiter, transformer, rassembler et modifier des données selon les besoins des utilisateurs. Et grâce à ces nouveaux standards de traitement de l'information, les données brutes sont reliées de manière efficace et autorisent l'automatisation, l'intégration et la réutilisation par de nombreuses applications de documents indexés. Et ce web sémantique, le web 3.0, permet de réunir l'information qui fait sens grâce à la combinaison d'une coopération homme-machine. Les informations doivent avoir ce sens initial afin que les machines et les programmes puissent les comprendre et les gérer,
en les adaptant aux désirs des internautes. Et finalement, le web sémantique semble sans doute d'intérêt encore limité pour les petites organisations qui ne manipulent qu'une quantité très limitée de données, mais pour les grandes structures, pour celles qui souhaitent partager leur savoir ou encore pour les moteurs de recherche grand public, le web sémantique représente à coup sûr un enjeu stratégique majeur, celui de pouvoir lier les données les unes aux autres et de créer ainsi une nouvelle information pertinente. Et comme chaque cours, c'est la bibliographie des ouvrages qu'on a déjà utilisés tout au long de cette explication, cette exploration historique des différentes phases du web, web 1.0, le web documentaire, web 2.0, le web social, et le web 3.0, le web sémantique. Merci et à la prochaine.